vivons dans une société où beaucoup sont ignorants de leurs droits. Enfants, femmes, hommes, peuples autochtones, personnes vivant avec le VIH-Sida, personnes vivant avec handicap. Oui, nous avons tous des droits. AGI TV, votre chaîne éducative, donne rendez-vous chaque mois dans l'émission Droits dans la société pour aborder les thématiques en rapport avec les droits de tout un chacun. Parce que nul n'est censé ignorer ses droits. Chers amoureux de l'émission Droits dans la société, bonjour. Aujourd'hui, dans son nouveau numéro, Droits dans la société ira à la rencontre d'un responsable d'une association qui est dans la défense et la protection des droits des enfants. Il s'agira de discuter avec l'un des responsables de l'association des Amis des enfants. On se retrouve tout de suite avec M. Michel Karel Tsendou. Bonjour M. Michel Karel Tsendou. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes le secrétaire chargé à la communication dans l'association Les Amis des enfants. Pouvez-vous nous parler brièvement de votre association? Oui, l'association Amis des enfants, c'est une association à caractère socio-économique. Nous œuvrons dans le cadre de l'épanouissement social de l'enfant. Nous sommes nés le 25 juillet 2008 à Brazzaville et nous sommes basés au numéro 8 de la rue du Kolela. Donc, ce qui nous a amené à créer l'association, ce sont les inégalités sociales. Nous, comme tout le monde, nous voyons que tous les enfants ici ne jouissent pas des mêmes avantages. On voit les enfants de la rue, certains enfants ne vont pas à l'école alors qu'ils habitent avec les parents. Et tout ça nous a interpellés et ça nous a poussé de créer cette association. Et c'est comme ça, depuis 2008, que nous sommes en train de travailler avec les établissements scolaires, avec les chefs de quartier, avec quelques autorités aussi, y compris les organismes spécialisés qui nous aident de temps en temps avec le financement pour pouvoir réaliser nos projets. C'est ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. D'accord, en tout cas, c'est intéressant d'avoir pensé à tous ces enfants. Maintenant, quelles sont vos activités? Bon, nos activités sont diverses. Et nous sommes basés principalement au niveau juridique. Par exemple, nous travaillons pour défendre les enfants qui sont arrêtés de façon illégale. Comme vous le savez, chez nous, on arrête un enfant, on l'emmène en prison, alors que la loi ne prévoit pas que l'enfant puisse passer un certain temps au niveau du commissariat et on le transfère parfois à la maison d'arrêt sans raison valable et sans respecter les normes juridiques, alors que psychologiquement, cela ne cadre pas à la loi. Donc nous défendons justement ces enfants-là, nous les faisons sortir et poursuivons également des policiers ou des personnes qui placent ces enfants dans le commissariat. Et d'autres activités, c'est également faire les plaidoyers pour que l'État puisse créer les centres de rééducation sociale. Parce qu'on a constaté aussi que les enfants qui commettent des crimes, les délits, on ne peut pas les laisser dans la rue. On les met malheureusement en prison à défaut des centres de rééducation sociale. Et ça ne résout pas le problème, ça ne fait qu'empirer. Donc nous allons de temps en temps au niveau des autorités, des organismes spécialisés pour que les centres de rééducation sociale soient mis en place. Et hormis cela, nous travaillons également, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les établissements scolaires, avec les chefs de quartier, pour leur parler des normes juridiques qui existent chez nous. Par exemple, la loi Pontignon, la loi du 4 juin 2010. C'est cette loi qui défend les droits de l'enfant en République du Congo. Et peu de gens connaissent ce droit. Et voilà pourquoi chacun peut faire ce qu'il veut sur l'enfant. Alors nous menons les actions pour que cette loi soit connue de tous. Nous passons dans les établissements scolaires pour que l'enfant lui-même puisse connaître ses droits et devoirs. Et de cette façon, il pourra se défendre. Et de l'autre côté, les enseignants, qui sont ceux-là qui forment les enfants, qui puissent aussi connaître ses droits. Les parents eux-mêmes, les autorités locaux telles que les chefs de quartier, les associations des étudiants, les médias,
les professionnels des médias, qu'eux aussi, ils puissent voir des émissions qui font la promotion des droits de l'enfant. Et voilà quelques activités que nous faisons pour essayer un peu de contribuer à l'épanouissement social de l'enfant. D'accord, merci beaucoup. Mais parmi vos activités ou encore projets, il y a le projet PAD-G7. Pourquoi ce projet et qu'avez-vous constaté? Oui, le projet PAD-G7, c'est justement le produit d'appui des dispositions juridiques sur les droits de l'enfant défavorisé. Donc, dans notre pays et puis dans certains pays aussi, il y a des classes sociales. On trouve des enfants défavorisés. Les enfants défavorisés sont lesquels? Ce sont ces enfants-là qui ne vont pas à l'école. Aller à l'école, selon la loi Pontignon, la loi 13 de la loi Pontignon, l'enfant doit aller à l'école. L'enfant doit manger, l'enfant doit bénéficier des soins sociaux, des soins médicaux. L'enfant doit bénéficier aussi des loisirs. Voici quelques droits que l'enfant doit bénéficier. Et cela contribue à son épanouissement. Malheureusement, chez nous, plusieurs enfants ne profitent pas de ça. Il y a des enfants de la rue, donc il n'a ni acte de naissance, il n'a pas de parents, il n'a pas de maison, il ne va pas à l'école. Et quand il est malade, il n'est pas pris en charge. C'est ce que nous avons remarqué. Et nous avons remarqué aussi certains enfants orphelins qui sont chassés de leur maison après le décès de leurs parents. Ou soit, il vit avec son oncle, avec sa tante. Il y a des enfants comme ça aussi, mais qui ne jouissent pas des mêmes droits que les enfants de ce foyer-là. Et ça crée un déséquilibre psychologique chez cet enfant. Et par la suite, ça donne naissance aux délinquants que nous appelons les bébés noirs. Nous nous posons des questions, d'où viennent-ils? Mais c'est l'éducation, c'est le traitement social, les injustices qui poussent certains enfants à devenir comme tels. Donc il faut combattre le problème à la source. Par exemple, les enfants albinos, les enfants autochtones, ce sont des enfants marginalisés. Donc il faut faire en sorte que tous les enfants puissent être au même niveau. Voilà pourquoi le projet PAD-G7 pourra essayer un peu de contribuer à résoudre ce problème à notre niveau. D'accord. Donc pouvez-vous nous parler un peu de la mise en œuvre de ce projet ainsi que de ses objectifs? D'accord. Donc l'objectif déjà de PAD-G7, numéro 1, c'est recenser les enfants apatrides, des enfants qui n'ont pas d'acte de naissance, pour leur délivrer des actes de naissance. C'est-à-dire pour délivrer l'acte de naissance, il faut d'abord connaître l'âge de l'enfant, l'âge exact de l'enfant. On va faire les études en association avec le DPLE et on recense ces enfants, on leur délivre des actes de naissance. Autre chose aussi, nous allons insérer ces enfants dans les établissements scolaires avec les partenaires. Nous avons des donateurs qui nous soutiennent dans ce sens pour que ces enfants soient scolarisés et nous donnons des fournitures scolaires aux enfants. L'année passée, si vous avez vu à Télé Congo, nous avons donné des fournitures scolaires aux enfants défavorisés au niveau du service social, d'affaires sociales de Talangaï. On a donné des fournitures scolaires pour que ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, qu'ils profitent justement des mêmes avantages que les autres. Autre chose, ce sont les arrestations illégales. De temps à autre, nous passons dans le commissariat pour vérifier si les enfants sont arrêtés de façon illégale et nous travaillons avec des avocats pour essayer un peu de recadrer les choses pour que ces enfants soient bien traités. Et voir aussi des orphelinats, comment ces orphelinats fonctionnent, comment intervenir. N'oublions pas que nous sommes juste une association, nous ne sommes pas l'État. Nous n'avons pas les moyens nécessaires. Nous constatons et nous travaillons avec ceux-là qui peuvent nous accompagner. Et lorsque on est accompagné, nous faisons notre travail. Et c'est de cette façon que ces objectifs sont atteints. Donc, si je comprends bien, ce projet a été à la hauteur de vos attentes? Non, le projet n'est pas à la hauteur de nos attentes. Vous pouvez constater, si vous voyez bien, il y a des enfants de la rue qui sont là. Et il y a des Koulouna qui sont toujours là. Et vous
voyez bien que dans certaines familles aussi, vous allez voir des enfants qui sont marginalisés. Donc, ça veut dire que nous sommes comme une goutte d'eau dans l'océan. On est les seuls peut-être, ou quelques-uns existent aussi. Mais cela ne suffit pas. Et tout à l'heure, j'ai parlé des moyens. On n'a pas les moyens nécessaires. Et j'ai aussi parlé du centre de rééducation sociale. Ça n'existe pas chez nous. Alors, que faire lorsqu'un enfant délinquant est arrêté? On ne va pas le laisser dans la rue pour continuer à assassiner des gens, par exemple. Il faut le mettre dans une prison. Mais ce qui n'est pas recommandé, il devait être dans un centre de rééducation sociale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, dans la mesure où ce centre n'existe pas, nos objectifs ne sont pas atteints. On n'est pas satisfait. Il faudrait que l'État prenne cet engagement, cette responsabilité. Il faudrait qu'il y ait de plus en plus de donneurs qui puissent nous soutenir, ou aussi que d'autres associations puissent se lancer dans ce combat. Et quand on va arriver à ce stade, on pourra dire que nous avons fait un travail colossal. Nous avons bien fait la sensibilisation, toucher la population pour pouvoir s'engager dans cet élan. Okay. Maintenant, face à tout cela, avez-vous de nouvelles stratégies pour pouvoir mener à bien votre objectif? Bon, la stratégie que nous avons, la stratégie principale, c'est de responsabiliser chacun de nous. Voilà pourquoi nous faisons des sensibilisations. Parce que les moyens, ça peut venir, mais si les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe, ils ne pourront peut-être pas donner, ou ils pourront donner, mais ils ne vont pas vous accompagner. L'objectif, c'est que chacun doit comprendre que l'enfant, c'est l'avenir de demain. C'est d'abord ça. Et si chacun de nous arrive à le comprendre, chacun de nous fera l'essentiel, le nécessaire pour soutenir cet enfant. Vous allez voir dans la bande dessinée que nous avons lancée, c'est l'un des outils que nous utilisons aujourd'hui dans le cadre de nos activités pour sensibiliser chacun de nous. Et vous allez voir, il y a un épisode où il y a un monsieur qui essaie d'aider un enfant défavorisé et qui veut l'héberger chez lui. C'est l'enfant d'un de ses amis qui est décédé, mais sa femme n'a pas voulu de cela. Et le monsieur va donc voir sa femme pour solliciter son consentement pour que l'enfant soit hébergé dans son foyer. Mais la femme n'a pas voulu. Et vous allez voir comment le monsieur a essayé d'expliquer à sa femme l'importance d'aider cet enfant. Parce que souvent nous disons c'est l'enfant de l'autre, c'est un étranger, c'est un ceci, cela. Mais nous oublions que si cet enfant ne réussit pas, il deviendra une menace pour nous-mêmes. Imaginez que l'enfant que nous avons refusé d'aider aujourd'hui, il devient peut-être un bébé noir, un bandit, et que nous le croisons sur notre chemin. Est-ce que dans le passé, nous avons fait une bonne action ou nous avons fait une mauvaise action? C'est ça la grande question. Donc lorsque nous aidons un enfant défavorisé, nous combattons un mal futur. Au fait, nous préparons notre sécurité. C'est ce que nous devons comprendre. Ce n'est pas l'enfant de l'autre, c'est l'enfant de tout le monde. C'est ce que nous devons comprendre. Et lorsque nous avons des possibilités de soutenir cet enfant, faisons-le. C'est pour notre bien. Et c'est ce que le monsieur a expliqué à sa femme et la femme a compris, accepté. Donc c'est ce que nous voulons que chacun de nous puisse comprendre. Celui qui a un surplus, il peut aller dans un orphelinat donner. Celui qui a une connaissance, un savoir, qui peut donner à l'orphelinat pour essayer un peu d'enseigner, éduquer les enfants qui sont dans ces orphelinats. C'est une bonne chose, c'est une contribution. Donc c'est ça la stratégie. L'argent viendra, mais tout d'abord la conscience de tout et chacun doit être touchée par ce que nous faisons. Et surtout vous, les acteurs des médias, les émissions que vous avez, est-ce que ça contribue à l'épanouissement social des enfants? Souvent on voit la musique, le cinéma, quand on voit le message, parfois le message détruit même les enfants. Alors la loi Pontinoy dans son article 38 demande aux médias de faire le nécessaire pour épanouir l'enfant dans ses programmes télévisés. Mais est-ce que les médias le font?
C'est ça le problème. Au niveau des établissements scolaires, est-ce que les cours d'éducation civique sont donnés encore aujourd'hui? Ça aidait dans le passé des enfants à être responsables, à bien se conduire en société, mais ça n'existe plus. Ça, c'est un problème aussi. Est-ce que les parents eux-mêmes, ils connaissent leurs devoirs? Est-ce que les parents sont conscients, sont aptes à éduquer les enfants? Les parents aussi ont besoin de formation. L'État doit faire le nécessaire pour protéger et pour former les parents, pour qu'ils soient capables de donner le nécessaire, une bonne éducation à leurs enfants. Les autorités locaux, telles que les chefs de quartier, parfois ils sont présents, ils sont témoins des injustices qui se passent sur les enfants dans les quartiers, mais ils ne savent quoi faire parce qu'ils ne connaissent pas le droit, la loi Pontignon, et ils n'ont pas des aptitudes, ils ne savent pas quoi faire dans ces conditions. Et c'est là le problème. Donc nous pensons que nous allons continuer à faire les sensibilisations, toucher les acteurs clés qui peuvent aider l'enfant à s'épanouir. Et nous faisons des descentes pour cela dans les établissements scolaires, dans les quartiers, dans les médias tels que nous le faisons, pour essayer un peu d'attirer l'attention de tous. On fait dans la mesure du possible. Et continuons à aller envers des bailleurs, des partenaires qui œuvrent dans ce sens pour nous inclure dans leur programme d'activité. Comme ça, nous aurons des moyens techniques et financiers nécessaires pour bien faire notre activité. D'accord, merci beaucoup. Mais l'enfance en crise, le phénomène Kuluna ou bébé noir est en train de prendre de l'ampleur. Que prévoyez-vous pour y apporter une solution? Oui, la solution est toute simple. Pourquoi les bébés noirs? On dit qu'il faut tuer le serpent par la tête. Voilà, il faut d'abord cibler le problème qui fait qu'il ait les enfants Kuluna. C'est là. Voilà pourquoi nous avons souligné, la majorité, ce sont des enfants défavorisés. Même si tu vis avec ton papa et ta maman, tu peux aussi être défavorisé. Défavorisé pourquoi? Parce que ton père et ta mère ne sont pas aptes à te donner une bonne éducation, comme le fait un autre papa pour son enfant. Tu deviens défavorisé à ce moment-là. Voilà pourquoi les services sociaux devaient par exemple évaluer les parents. Et dans d'autres sujets, c'est souvent au niveau de l'école, on voit l'attitude de l'enfant. Les psychologues sauront tout de suite que l'enfant a tel point ou tel problème chez lui à la maison. Et c'est comme ça qu'on interpelle le parent pour essayer un peu de l'aider. Et dans la mesure du possible, la loi Pontignon prévoit de retirer cet enfant des mains des parents pour le placer dans les services sociaux. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas un centre de rééducation sociale de l'enfant. Si on retire cet enfant de son père et de sa mère, on va le placer où? Donc la clé ici, moi je pense, il faudrait qu'il y ait tout d'abord un centre de rééducation sociale. De cette façon, les services sociaux pourront retirer les enfants des parents qui ne sont pas aptes de gérer leurs enfants. Il y a d'abord ça. Et les agents des services sociaux doivent aussi être formés pour faire leur travail. Parce que ça existe. On a les services de casse dans chaque mairie, dans chaque commune, ces services existent. On a vu avec les Sunghi, on a vu comment ils ont travaillé parce que c'était l'argent. Mais au niveau éducatif, au niveau sanitaire, quel est leur rôle? Ils sont là, ils existent. Le ministère des Affaires sociales existe. Mais le travail n'est pas accompli comme il se doit. Donc le problème, c'est que chacun doit prendre conscience. Et le centre de rééducation sociale doit exister dans chaque ville. C'est de cette façon que nous, associations amies des enfants, lorsque nous allons identifier une situation, nous aurons la force d'agir parce qu'on sait que lorsque nous allons résoudre ce problème-là, voici là où sera l'enfant en attendant. Pour moi, je me dis que c'est un peu l'un des atouts que le pays doit avoir pour résoudre le problème des Kuluna. Donc en République du Congo, nous avons une loi portant protection des droits des enfants, notamment la loi que vous dites, la loi Pontignon. Pensez-vous que c'est une loi qui est à la portée des Congolais, notamment des parents, des enfants eux-mêmes? Bon, c'est une loi méconnue. Même nous, avant 2018,
on ne connaissait pas cette loi parce que nous ne sommes pas des professionnels de la loi au départ. Nous sommes lancés dans le combat et c'est avec l'Union européenne, dans un projet que l'Union européenne avait lancé, le projet Mandat, dans le cas des arrestations illégales des enfants. C'est là que nous avons découvert qu'au Congo, il y avait une loi Pontignon qui porte protection de l'enfant en République du Congo. Nous, on ne le savait pas, donc à peine. Donc c'est une loi qui est méconnue malheureusement. Même les médias, les professionnels des médias ne connaissent pas la loi, les enseignants, les parents, les policiers. En fait, tout le monde ignore la loi. Il n'y a qu'un poignet des individus qui connaissent la loi. Alors, dans les conditions pareilles, l'enfant ne peut pas être respecté. Ce n'est pas possible. Parce que pour honorer ou respecter quelqu'un, il faut savoir comment agir. Sinon, chacun va faire ce qu'il veut à sa manière, selon sa culture, ses croyances. La loi existe et voilà pourquoi nous faisons la promotion de cette loi. À chaque fois que nous faisons les descentes, nous donnons un exemplaire à chaque participant, à chaque élève, lorsque nous passons dans les établissements scolaires. Et nous laissons un exemplaire à la direction des études pour le photocopier et le donner aux autres enfants qui n'ont pas participé à l'atelier. C'est ce que nous faisons. Et les chefs de quartier, dans la zone où nous couvrons, tous ont la loi Pontignon aujourd'hui. Et les acteurs de médias avec lesquels nous avons échangé, eux également, ils ont un exemplaire. Bon, nous le faisons dans la mesure du possible. Et nous encourageons tout un chacun de nous d'aller sur Internet, de télécharger cette loi. Elle est sur Internet. Il suffit juste de cliquer « Loi Pontignon ». Vous allez voir la loi, elle est disponible. Donc chacun de nous, tous ceux qui vont suivre l'émission, ils peuvent aller sur Internet, cliquer « Loi Pontignon » et le télécharger gratuitement. Et voir dans quelle mesure l'enfant doit être traité conformément à la loi. Ok, et que pensez-vous des enfants abandonnés? Y a-t-il une solution à cela? Bon, les enfants abandonnés, le terme est clair, ils sont abandonnés. Comment retrouver son père ou sa mère? C'est difficile. L'enfant est dans la rue, en général on les place dans les orphelinats, dans les familles d'accueil. Et comme vous le savez, chez nous au Congo, beaucoup de gens ont peur d'héberger des enfants chez eux. Un étranger, on se dit que non, bon, peut-être que c'est un enfant ensorcelé, bon, je l'emmène chez moi, après c'est des problèmes spirituels. C'est ça malheureusement le problème chez nous. Sinon, il y a des gens qui ont des moyens, des possibilités, qui peuvent le faire. Mais vu que chez nous, il y a cette façon de penser, peu de gens sont encouragés de prendre ces enfants, malheureusement. D'où le centre de rééducation sociale est toujours important, parce qu'il est neutre. Là-bas, il n'y a pas de religion. Là-bas, il n'y a pas d'origine géographique. Donc là-bas, c'est neutre. Si le centre-là existe, on trouve un enfant abandonné, on le place directement et bénéficie des avantages, comme les autres, tout simplement. Donc les animateurs qui sont là-bas deviennent comme leurs parents. Mais si ce centre n'existe pas, nous allons toujours avoir ce problème-là. Que faire de ces enfants? Parfois, ce sont les églises qui prennent ces enfants. Mais ces enfants qui sont pris par les églises, est-ce qu'ils leur donnent le nécessaire comme le pouvoir, la loi? Non. Ces enfants sont utilisés. Ces enfants deviennent des religieux. Peut-être l'enfant, il pouvait avoir une autre vision. Mais cet enfant-là, il devient servant dans cette religion. Est-ce que c'est ça, aider l'enfant? Donc si l'État ne prend pas ses responsabilités, c'est ce problème-là qui va exister. Ça va marcher. Cet enfant devient comme un outil. On le voit dans les religions. Hein? Comme on nous dit en Lingala Manamitinda, il commence à essuyer des bons, il commence à faire ceci. Donc, on va formater cet enfant pour devenir membre de cette religion. Au fait, ce n'est pas une façon d'aider l'enfant, c'est comme une façon d'avoir un adepte ou une main d'œuvre. Voilà. Voilà. Donc, on va détruire cet enfant davantage. Donc, un centre de rééducation sociale est toujours nécessaire. Donc, tant que ça ne va pas exister, ça ne va pas marcher. Les religions vont prendre et les familles d'accueil n'existent pas chez nous. Pourquoi? Parce que
héberger un enfant comme ça, c'est inviter les sorciers dans sa maison. Malheureusement, on est dans cette situation. Tant que l'État ne prend pas ces choses en main, rien ne va marcher. Tout ce qu'on fait là, c'est zéro. Et quels sont vos partenaires? Bon, nous travaillons de temps en temps avec l'Union européenne. Avec l'Union européenne, nous avons travaillé dans le projet Mandat et dans le projet Pacte. Et aujourd'hui, nous travaillons avec le Fonds mondial des droits humains. Et voilà des partenaires qui nous appuient techniquement, qui nous donnent des formations, et qui nous aident financièrement quelquefois aussi. Et nous avons d'autres associations locaux qui travaillent avec nous, Télécaduc, OCDH. Ce sont des associations qui travaillent avec nous. Nous travaillons également avec Urgence Artisans. Urgence Artisans, c'est une association qui forme des enfants démunis. Donc, Urgence Artisans est au niveau des affaires sociales. C'est cette association qui anime les formations au niveau du centre de promotion sociale pour le Kamba de Poto-Poto. C'est une direction des affaires sociales. C'est là au marché de Mungali. Et lorsque nous avons des personnes démunies, des enfants démunis, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'avons pas de moyens. Nous emmenons ces personnes-là là-bas et Urgence Artisans les forme. Donc voilà un peu des gens qui nous aident pour travailler. Et aussi, ils ont les mêmes objectifs que nous. Donc nous travaillons dans la mesure du possible. Mais ce n'est pas toujours suffisant, comme je l'ai dit. C'est un grand travail. Un grand travail. Il faut peut-être appeler les responsables des médias ce mois-ci. Formation. Voici ce que vous allez insérer dans le programme. L'État doit damer sur la table. Comme ça, il y aura des programmes télévisés appropriés pour les enfants. Un objectif comme ça. Et en dehors de ça, insérer dans le programme éducatif scolaire l'éducation civique pour aider les enfants. Former les enseignants aussi pour que ces derniers puissent se comporter de façon qui convient aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants couchent avec les petites filles, les adolescents. Personne ne dit mot. Pour avoir des moyens, ils couchent avec ces enfants. Ils profitent de leur naïveté en disant que je vais te donner des points pour coucher avec ces enfants. Donc là aussi, il y a un problème. Donc il faut que... On va tout dire, mais l'État doit faire un effort. Sinon... Très intéressant. Et quel message pouvez-vous adresser à ceux qui nous écoutent? Bon, à ceux qui nous écoutent, le message, c'est que l'enfant, c'est l'avenir de demain. Le futur ministre, il est encore aujourd'hui enfant. Le futur médecin, il est encore enfant aujourd'hui. Le futur enseignant, le futur papa, maman, le futur acteur de médias, ceux qui vont vous remplacer, est encore enfant aujourd'hui. Alors si nous ne leur donnons pas une bonne éducation, une vie qui convient, que va devenir l'avenir demain? Est-ce que les acteurs de médias de demain seront ceux que nous attendons quand nous serons vieux, quand nous allons voir la télé, écouter la radio? Année après année, nous comprenons que les médias vont de mal en pis. Il y a 20 ans, les médias n'étaient pas ainsi. Aujourd'hui, il y a tellement de choses négatives qui se passent dans les médias. Pourquoi? Parce que dans le passé, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Mais si nous ne faisons pas attention, demain, ça sera plus pire qu'avant. Quand nous serons vieux là, nous aurons honte de suivre la télé, d'écouter la radio, d'aller sur Internet. Parce que nous n'aurons pas des médias qu'il faut. Les médecins, par exemple, ceux qui sont censés nous soigner. Aujourd'hui, il y a des médecins qui répondent mal aux patients. C'est le passé qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Voilà. Donc, pour dire que traitons bien les enfants pour avoir un avenir. Merci, M. Michel Carrel Sendou. Voilà, amoureux de l'émission Droit dans la société, c'est la fin de cette émission consacrée à la discussion avec un acteur de la société civile. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous écrire via ce numéro 06 842 24 72. Merci et au revoir.